d'horrible et d'inacceptable. Et je m'en suis rendu compte, mais je ne mérite pas de mourir pour les actes de 3 personnes. Le 12 janvier 1995, dans un terrain vague, derrière une ancienne usine de Knoxville, dans le Tennessee, des enfants jouent près d'un tas de gravats. L'un d'eux trébuche sur quelque chose de dur. Ce n'est pas une pierre, c'est un morceau d'os humain, encore couvert de tissu. À quelques mètres, le corps de Colin Slammer, 19 ans, gît dans les broussailles. Son visage a été frappé plus de 200 fois. Une partie de son crâne a été prélevée. Sur sa poitrine, quelqu'un a gravé un pentagramme au couteau. Ce que la police va découvrir dans les jours qui suivent ne ressemble à aucune autre affaire du Tennessee. Parce que la personne qui a orchestré ce massacre n'a pas 30 ans, pas 25 ans. Elle en a 18. Elle s'appelle Krista Gale Pike. Et son crime va faire d'elle l'une des plus jeunes femmes jamais condamnées à mort aux États-Unis. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter avant Knoxville, avant le Job Corps, avant Colin Slammer. Il faut remonter à une enfance qui n'a jamais vraiment existé comme telle. Krista Pike naît en 1976 à Beckley, en Virginie-Occidentale, dans une famille déjà fracturée. Ses parents se séparent, se remarient, se séparent encore. L'instabilité devient la seule constante de son existence. Très tôt, elle est confrontée à des violences qui n'ont pas leur place dans l'enfance d'une petite fille. Des abus qui, selon les éléments versés plus tard au dossier judiciaire, marquent durablement sa construction psychologique. Elle grandit en étant ballottée entre plusieurs foyers, sans jamais trouver de stabilité, sans jamais apprendre ce qu'est une relation saine. À l'adolescence, Krista développe une fascination pour l'occultisme, le satanisme esthétique, les symboles de mort. Ce n'est pas rare chez des adolescents en quête d'identité, mais chez elle, cette fascination se mêle à une rage sourde, à un besoin viscéral de contrôle sur un monde qui jusque-là ne lui en a laissé aucun. En 1994, elle intègre le Job Corps de Knoxville, un programme fédéral censé offrir une formation professionnelle aux jeunes en difficulté. C'est là qu'elle rencontre Tadaril Shipp, un adolescent de 17 ans dont elle tombe éperdument amoureuse. Une relation toxique, marquée par la violence, mais dans laquelle elle investit toute son identité. C'est aussi là qu'elle croise Colin Slammer. Les motivations exactes du meurtre resteront à jamais teintées d'ambiguïté. Mais un mot revient sans cesse dans les minutes du procès, la jalousie. Krista soupçonne, à tort ou à raison, peu importe désormais, que Colin s'intéresse à Shipp. Une rumeur, une insinuation, peut-être rien du tout. Voire craint. Il me protégeait. Il était probablement le premier homme de ma vie qui voulait me protéger, qui voyait comme un trésor par Conan, quelque chose de bien plutôt que quelque chose à utiliser et à jeter. Mais dans l'esprit de Krista Pike, ce soupçon suffit à transformer une camarade de classe en cible. Le 12 janvier 1995, elle attire Colin Slammer sous un faux prétexte jusqu'à un terrain isolé près de la rivière. Je voulais la faire sortir du campus et j'avais bien l'intention de me battre avec elle. Shipp et une troisième complice, Shadola Peterson, sont impliqués dans le guet-apens. Ce qui suit n'est pas un meurtre impulsif, c'est un déchaînement prolongé, méthodique dans son acharnement, qui dure de longues minutes. Krista frappe Colin avec un bout d'asphalte, la lacère avec un cutter, puis achève sa besogne avec une hachette empruntée à un ami. Avant de quitter les lieux, elle conserve un morceau du crâne de sa victime, un trophée macabre qu'elle montrera plus tard, sans le moindre remords apparent, à d'autres élèves du centre. C'est précisément ce détail, cette absence totale d'effroi face à sa propre violence, qui va glacer les enquêteurs, puis le jury. L'arrestation intervient 2 jours plus tard. Krista avoue rapidement, presque sans qu'on ait besoin de la pousser. Je savais depuis le début que je serais reconnue coupable et que j'écoperais de la peine de mort. Le procès s'ouvre en 1996 et capte immédiatement l'attention des médias locaux. Comment une adolescente de 18 ans a-t-elle pu commettre un acte d'une telle sauvagerie, avec un tel sang-froid? L'accusation dépeint une jeune femme manipulatrice, dominante dans le trio, l'instigatrice d'un rituel de mort prémédité. La défense tente de faire valoir l'enfance chaotique de l'accusé, les traumatismes accumulés, une possible altération du discernement. Mais face à la froideur du récit judiciaire, le pentagramme gravé, le fragment d'os conservé comme un souvenir, les jurés ne voient qu'une chose, une cruauté qui dépasse l'entendement pour quelqu'un d'aussi jeune. Le 30 mars 1996, le verdict tombe. Culpabilité pour meurtre au premier degré, conspiration et tentative de meurtre. Colin Slammer n'était pas la seule cible prévue ce soir-là.
La sentence choque au-delà même du Tennessee, la peine de mort. Krista Pike devient alors l'une des plus jeunes personnes condamnées à la peine capitale aux États-Unis depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976, et la seule personne du Tennessee condamnée à mort pour un crime commis à 18 ans. Tadaril Shipp, mineur au moment des faits, échappera à la peine capitale. Une différence de traitement qui alimentera les débats sur l'équité de la justice pénale pendant des décennies. Le couloir de la mort n'efface rien. Il fige, il isole, il attend. Pendant plus de 25 ans, Krista Pike va vivre dans un isolement quasi permanent. Pas seulement parce que la loi l'exige, mais parce qu'elle est, pendant longtemps, la seule femme du Tennessee à porter cette sentence. Aucune autre détenue partageant son statut. Aucune routine collective. Seulement des murs, des heures identiques et l'attente d'une date. Cet isolement ne la calme pas. En 2001, alors qu'elle est incarcérée au centre pénitentiaire pour femmes de Nashville, Krista Pike attaque une codétenue, Patricia Jones, avec un lacet de chaussure, tentant de l'étrangler. L'attaque est d'une violence suffisante pour lui valoir une condamnation supplémentaire pour tentative de meurtre. Un acte qui vient confirmer, aux yeux de l'accusation comme du public, l'image d'une femme incapable de contenir une violence profondément ancrée en elle, même derrière des barreaux, même sous la surveillance la plus stricte. Ce n'est que bien plus tard, en 2024, que ses avocats obtiennent enfin la fin de ce régime de solitude quasi ininterrompu, après des années de procédure dénonçant les effets de cet isolement prolongé sur sa santé mentale. Une victoire minime, presque dérisoire, au regard de ce qui l'attend. Aujourd'hui, Krista Pike a 50 ans. Elle a passé plus de temps derrière les barreaux qu'elle n'a jamais vécu libre. Ses avocats continuent de se battre sur plusieurs fronts, y compris une contestation récente du protocole d'exécution par injection létale de l'État, invoquant notamment ses convictions bouddhistes. Mais la justice du Tennessee a fixé une date, le 30 septembre 2026. Si l'exécution est menée à son terme, Krista Pike deviendra la première femme exécutée dans cet État depuis plus de 200 ans. Reste une question que ni le procès, ni les décennies d'incarcération, ni la date fixée au calendrier ne suffisent à trancher. Que fait-on d'une violence née dans l'enfance et transmise comme un héritage empoisonné? Krista Pike n'a jamais nié son crime. Elle n'a pas non plus, pendant longtemps, montré le moindre remords. L'histoire de Colin Slammer, elle, s'arrête en 1995, sur un terrain vague, à 19 ans. Une vie interrompue par une jalousie que rien ne justifiera jamais. Entre la victime qu'on a arrachée à sa vie et la meurtrière qui attend désormais la sienne, il ne reste que cette vérité, aussi simple que dérangeante. Parfois, la folie humaine ne s'explique pas, elle se constate, et elle laisse, derrière elle, deux vies brisées pour le prix d'une seule.